C'est vrai que c'est plus difficile de diagnostiquer un trouble de l'alimentation chez les hommes que chez les femmes. Premièrement, parce que les hommes consultent moins. Alors déjà là, ils ont moins tendance, de façon générale, à aller voir un professionnel de la santé quand ils ont une difficulté. Deuxièmement, les troubles de l'alimentation sont beaucoup associés aux femmes. Alors, c'est encore très tabou. Alors, on voit qu'il y a certains hommes qui sont réticents, même s'ils sont conscients qu'ils ont peut-être un problème au niveau de l'image corporelle ou au niveau de l'alimentation, à les consulter. Et au niveau de l'apparence physique, étant donné que les hommes, c'est beaucoup moins axé sur la minceur et beaucoup plus sur être musclé, ça peut être trompeur un peu. Si on voit une femme qui est très émaciée, ça peut nous choquer beaucoup, puis on se dit, mon Dieu, elle doit avoir peut-être un problème. Mais un homme qui est très musclé, je pense que naturellement, on va se poser moins de questions, ce qui peut être trompeur au niveau du diagnostic pour les gens qui sont en première ligne, par exemple. Lorsqu'on annonce à un homme qui vient consulter, qui souffre d'un trouble de l'alimentation, je dirais que les réponses peuvent être variées. C'est-à-dire que je dirais que pour quand même une bonne majorité, ils s'en doutent. C'est-à-dire que s'ils sont rendus au point, qu'ils sont allés consulter peut-être un spécialiste dans le domaine des troubles de l'alimentation, tout ça, c'est qu'ils s'en doutaient. Mais pour ceux qui s'en doutaient pas, qui se rendent compte qu'il y a juste peut-être des petits problèmes dans leur comportement, c'est certain qu'ils vont moins s'identifier à cette étiquette-là. Et je pense que c'est ça qu'il faut démystifier, en fait. Moins se baser sur l'étiquette trouble de l'alimentation, plus y aller avec les comportements problématiques. Je trouve que c'est moins menaçant pour eux de le faire de cette façon-là. Dans ma pratique, pour établir le diagnostic, je me base vraiment sur les critères diagnostiques du DSM et j'en ai conçu des questions qui vont soulever chaque critère et que je vais poser directement en entrevue. Je trouve que ça permet d'aller chercher une précision au niveau des comportements qui sont présents, de leur fréquence, de leur origine et tout ça. Ce sera quelque chose qui serait assez difficile à mesurer dans des questionnaires auto-rapportés. Par contre, dans les études, et ce qui peut être utilisé en complément aussi, il y en a deux en fait qu'on utilise beaucoup, c'est le Eating Disorders Examination, qui peut servir d'un outil pour diagnostiquer le trouble de l'alimentation. Il y a une version entrevue, une version questionnaire, et il y a une version française qui a été validée aussi. Il y a le Eating Disorders Inventory qu'on va utiliser aussi, mais pas pour en tirer un diagnostic. C'est plus pour aller mesurer les différentes dimensions, que ce soit au niveau de l'insatisfaction, au niveau de l'image corporelle, des différents comportements problématiques, mais aussi tout ce qui est connexe, comme au niveau du perfectionnisme et les autres traits qu'on va pouvoir voir chez les gens qui ont un trouble de l'alimentation. Les outils que je vais utiliser dans ma pratique au niveau du traitement, bien, principalement ce qu'on fait au début, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation, étape importante dans les troubles de l'alimentation. Les gens sont assez résistants, sont beaucoup dans leur peur, alors de leur expliquer vraiment très bien, de leur dire en fait tout ce qu'on connaît sur leurs difficultés, ça les rend un peu moins résistants au traitement par nos interventions. Donc, ça, on peut utiliser des lectures. Il y a plusieurs sites Internet qui sont intéressants aussi. Moi, j'utilise beaucoup l'auto-observation, c'est-à-dire autant au niveau alimentaire, là, de faire un journal alimentaire pendant un certain laps de temps, où les gens vont noter non seulement ce qu'ils vont manger, mais aussi tous les comportements problématiques, comme s'il y a des orgies alimentaires, s'il y a des comportements compensatoires, comme des vomissements, la prise de laxatifs, de l'exercice. Et aussi, je leur demande beaucoup il y a toujours une colonne pensée et émotion, c'est-à-dire qu'on veut commencer à faire un lien, parce que les troubles de l'alimentation ne sont pas uniquement à propos de l'alimentation, donc on veut commencer à faire un lien avec le stress, avec les émotions, avec certaines pensées que les gens peuvent avoir. Donc, j'utilise des outils d'auto-observation comme ça. Éventuellement, on veut aussi exposer les gens aux aliments qu'ils ont évités, qui leur font peur, très progressivement, d'une façon très hiérarchique. Alors, j'utilise aussi des grilles d'exposition où les gens peuvent vraiment noter et voir leur progrès, constater leur réaction quand on essaie de réintroduire des soit différentes situations ou différents aliments. Au niveau du traitement, de façon générale, on l'applique de façon assez similaire pour les hommes, pour les femmes. Par contre, il faut s'adapter au fait que chez les hommes, la dimension exercice, désir d'être très musclé, tout ce qui est relié au temps passé dans les centres de conditionnement physique, la prise de stéroïdes et de d'autres substances aussi, c'est vraiment ça plus typique des hommes. Alors, c'est sûr que dans le traitement, lorsqu'on a un homme devant nous, on a avantage à mettre beaucoup plus d'emphase sur ça. On voit aussi que dans les orgies alimentaires, par exemple, chez les hommes, ça va être des fois plus au niveau de l'alcool. Donc, des orgies alimentaires de bière ou d'alcool versus de nourriture.
En ce qui concerne les hommes, les outils n'ont pas nécessairement été adaptés pour eux. Et c'est ce qui ressort dans les études aussi, c'est un peu un cercle vicieux. Les hommes ont été un peu laissés pour compte dans les recherches au niveau des troubles d'alimentation, mais en même temps, on n'a pas d'outils qui leur sont propres pour aller mesurer vraiment ce qui est particulier à leur problématique. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de questionnaires, par exemple, qu'en français, qui sont encore au féminin, ou beaucoup de questions qui ont une tournure un peu plus féminine. Alors, il y a beaucoup à faire pour développer des outils qui, je pense, devraient être mieux adaptés à leur réalité.